Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau module de formation de l'espace programme. Je m'appelle Alexandre Schoen, je suis co-animateur du groupe thématique numérique de la France Insoumise. Le thème de cette formation aujourd'hui, sobriété numérique et ses alternatives dans notre monde aujourd'hui. Alors, pour commencer, un petit point de définition. Qu'est-ce que c'est le numérique pour comprendre l'aspect polyfacette et transthématique de ce sujet qui est hautement politique et un enjeu sociétal, environnemental et social pour demain. Déjà, le numérique, c'est l'ensemble des instruments, des outils, des équipements, des infrastructures, des services et des usages qui manipulent les 0 et les 1, en bref, le langage binaire. Tout peut être dès lors numérique dans notre monde quotidien. Vos équipements, vos infrastructures, vos routeurs, vos modems, vos téléphones portables, vos calculettes, vos objets connectés, votre frigo connecté, l'ensemble de ces objets constituent des éléments du numérique aujourd'hui. Dès lors, c'est un secteur extrêmement matériel. On pense souvent que le numérique est un secteur qui est invisible, qui n'est pas palpable, qui n'est pas touchable. En réalité, il n'en est rien. Pour vous prendre un exemple, Internet, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un ensemble de câbles Internet sous-marins qui constituent plus de 90% des circulations électroniques aujourd'hui dans notre espace terrestre. Le numérique, c'est 1,3 million de ces câbles Internet sous-marins qui longent les planchers océaniques un petit peu partout à travers le globe. C'est également plus de 4500 data centers répartis dans le monde avec plus de 400 data centers rien que pour les services des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. C'est également 3,8 milliards d'objets connectés d'ici 2024. C'est également 5 milliards de smartphones d'ici 2025. Quand vous accédez sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur à certains sites internet très nombreux hébergés aux États-Unis, eh bien le fait d'appuyer sur la touche Entrée de votre ordinateur ou de votre smartphone va envoyer un message à destination de serveurs aux États-Unis. Dès lors, si vous habitez à Lyon, votre message va parcourir en moins d'une seule seconde Lyon-Paris, Paris-Londres, Londres-New York, puis va traverser l'ensemble du continent américain pour arriver dans l'un des principaux lieux d'hébergement des serveurs aux États-Unis, la Californie, puis revenir jusqu'à votre terminal de départ, parcourir jusqu'à la côte est des États-Unis, puis l'océan Atlantique, Londres, Paris, puis revenir chez vous à Lyon. Et ça en moins d'une seule seconde. Au total, vous avez parcouru plus de 10 000 km avec une simple pression du doigt. Ça peut paraître surprenant et pourtant c'est la réalité. Actuellement, le numérique a une empreinte carbone assez conséquente. Il est estimé à un peu moins de 4% des émissions de CO2 à travers le monde d'après le Shift Project, un taux d'émissions de gaz à effet de serre qui est en augmentation de plus 9% par an pour atteindre d'ici moins de 10 ans déjà les 7% des émissions de CO2 à travers le monde. Aux États-Unis actuellement, chaque foyer consomme 4 téraoctets de données via sa box internet, soit 38 fois plus qu'il y a 10 ans. Le numérique représente actuellement une consommation électrique mondiale de 1300 TWh par an, soit 5,5% de la consommation énergétique mondiale. Cette consommation énergétique s'explique aussi par la multiplication de la demande en termes de données, en termes de services, en termes de logiciels. Différentes modélisations mathématiques montrent l'accroissement à la fois en termes de débit, à la fois en termes de puissance de calcul, mais aussi d'efficience énergétique pour la puissance de calcul, ou encore le poids des logiciels qui est grandissant, que ce soit les lois de Moore, les lois de Nielsen, la loi de Koomey ou encore la loi de Worth. Pour vous prendre un exemple, le poids des pages web a été multiplié par 4 en seulement 10 ans, en cause notamment les différentes publicités qui sont intégrées à l'intérieur. De même, le streaming vidéo génère 60% des flux de données mondiaux et plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an. Face à ça, transformer la manière de créer, de produire des services, des infrastructures, des équipements ou encore des usages numériques s'impose pour changer notre société. Il est complexe de reprendre en main l'ensemble de la chaîne de production, des équipements, des infrastructures, des services ou encore des usages réellement opérés dessus à travers la France, l'Europe ou encore le monde. Mais un certain nombre de leviers pourraient déjà être activés sans trop tarder et il est possible de pouvoir reprendre en main progressivement l'ensemble de cette chaîne de production si on s'y met concrètement. Nous n'avons pas la prétention dans cette vidéo de formation, qui se veut quand même assez courte, de vous dénombrer le nombre incalculable de solutions qui existent. Mais nous allons vous avancer quelques pistes.
La première chose, c'est d'encadrer, de bien calibrer, de bien dimensionner l'ensemble des besoins. Et pour ça, s'attaquer peut-être à un pilier prioritaire, permettre l'accès à toutes et tous au numérique et à la société de l'information, qui est aujourd'hui un commun pour toutes et tous. À l'image de l'eau potable, de l'air respirable, de l'accès à un logement décent ou encore à l'alimentation, à la santé et l'éducation, l'accès aujourd'hui au numérique et à Internet relève d'un intérêt vital pour l'ensemble de notre société. Il est dès lors important de s'attaquer au problème de la précarité numérique, de l'électronisme et de permettre l'inclusion numérique de toutes et tous dans l'ensemble des strates de la population. Cette incapacité totale ou partielle à utiliser ou avoir accès aux outils numériques est une fracture qui est d'abord à la fois générationnelle mais également socio-professionnelle. Le taux d'équipement en ordinateur, tablettes et téléphones des foyers les 20% les plus modestes est de 70%. Ce taux d'équipement grimpe à plus de 90% pour les 20% des foyers les plus aisés. Ce qui nous prouve que ces fractures sont avant tout socio-professionnelles mais également générationnelles. Actuellement en France, plus de 10 millions d'habitants se déclarent mal à l'aise avec les technologies numériques. Actuellement en France, plus de 10 millions de personnes se déclarent mal à l'aise avec les technologies numériques. Ce qui nous montre que ces fractures sont avant tout socio-professionnelles puis générationnelles. Pour s'attaquer au problème des précarités numériques, il faut s'attaquer au triangle de la précarité numérique. D'abord, permettre l'accès à Internet à toutes et tous à un prix modique. Permettre également l'accès à un équipement numérique de base à coût social et permettre également des heures concrètes d'accompagnement au numérique avec de la formation sur la base des problématiques réelles dont ils ont besoin. C'est-à-dire permettre de faire des demandes de pièces d'identité, d'inscription sur les listes électorales, d'avoir accès à son compte Amélie à travers la caisse d'assurance maladie, etc., etc. Dès lors, différents dispositifs peuvent être mis en place, comme par exemple le cofinancement des locaux permettant aux associations, aux ONG de lutte contre les précarités numériques, d'enseignement bénévole de français langue étrangère, est une nécessité. L'accès aux locaux relève d'un indispensable. Permettre de favoriser l'émergence de statuts protégés et d'une rémunération décente pour les médiateurs numériques permet également de renforcer cet accompagnement aux personnes souffrant d'électronisme. L'accès au droit relève d'un impératif vital dans nos sociétés. Et face à un objectif de numérisation à 100% des services publics d'ici 2022 annoncé par les gouvernements successifs, il est important de laisser un droit à l'alternative numérique, c'est-à-dire de garantir toujours une alternative physique, des guichets physiques ouverts face au 100% numérique dans les services publics, qui permet notamment de favoriser l'accès aux droits, que ce soit le RSA, que ce soit l'ensemble des services liés à Pôle emploi, ou bien encore l'accès à des demandes de titres de séjour. Étant moi-même bénévole en structure d'aide aux personnes migrantes, je constate chaque semaine, durant les permanences, que beaucoup de personnes migrantes viennent nous voir pour faire les demandes en préfecture, faire les demandes en ligne de papier. L'ensemble de ces démarches sont faites à la fois pour dégraisser le service public, faire des économies de fonctionnement, mais également d'éloigner les personnes migrantes de l'accès à leurs droits essentiels des demandes d'asile. Pour permettre au numérique d'être beaucoup plus sobre, il est également important de restreindre les besoins, notamment en équipement neuf. Pour cela, lutter contre l'obsolescence programmée et le marketing poussant au renouvellement permanent des équipements relève d'un impératif vital. Lutter contre les progrès technologiques à tout prix, sans réflexion sur la cible et à marche forcée, notamment sur la question du déploiement grand public de la 5G, relève également d'un impératif vital. La 5G peut être un outil relativement prometteur, notamment pour des usages médicaux, des usages localisés sur des sites précis, qu'ils soient industriels, entrepreneuriaux, universitaires, de recherche ou hospitaliers. Mais la 5G comme déploiement grand public, à l'image de ce qui a été fait en Corée du Sud, ne semble pas être une chose souhaitable puisqu'il favorise davantage encore le développement de streaming vidéo de façon totalement anarchique, mais également la multiplication du nombre d'objets connectés ainsi que les matières premières, ainsi qu'également la consommation de terres rares qui sont sous-jacentes. En dépit d'un rendement énergétique amélioré en termes d'énergie dépensée et de données transmises, les économies d'énergie faites par cette nouvelle technologie 5G seront largement dépassées par l'effet rebond et le phénomène d'appel d'air en termes de données et donc d'énergie nécessaire
de l'ensemble des applications qui vont être générées partout dans le monde avec cette nouvelle technologie. Un travail peut être fait au niveau également de la pérennité des infrastructures. On le sait aujourd'hui, la fibre optique est l'une des infrastructures les plus intéressantes en termes d'évolutivité des débits, mais également en termes de pérennité sur le très long terme. Or, l'ARCEP, le gendarme des télécoms français, a fait un rapport relativement alarmant sur le déploiement de fibres optiques de mauvaise qualité et notamment d'origine chinoise. Il est dès lors important de remplir les carnets de commandes des différents opérateurs en soutenant les industries du fibrage françaises et européennes, ce qui représente notamment sur l'ensemble de ces secteurs géographiques plus de 21 industriels et plus de 8000 emplois générés. Il faut également encourager les filières de reconditionnement, EMA Buntus, Ecoder et également beaucoup d'autres. Il est également important de renforcer les ramifications des réseaux, des points et des circuits de collecte de traitement des déchets électroniques. Nous sommes à plus de 800 000 tonnes de déchets électroniques collectés en France chaque année. Ce chiffre reste insuffisant par rapport au nombre de déchets électroniques générés. Ce renforcement des ramifications de points et de circuits de collecte peut être également accompagné avec des ONG et des associations comme Emmaüs Connect qui, au nord de la France, a permis de générer de très grandes ramifications en partenariat avec d'autres filières de reconditionnement et un réseau global qui permet de reconditionner les ordinateurs qui peuvent l'être et qui ne sont pas trop anciens pour pouvoir leur refaire une beauté, leur refaire une deuxième jeunesse et pour être vendus à tarif modique, à coût social ou être cédés dans la vue de cette rupture de la précarité numérique. Toute une filière de formation des professionnels pour pouvoir reconditionner ces objets, de permettre l'émergence de métiers d'artisans du numérique en charge d'un reconditionnement, qu'il soit local ou industriel, doit être également développé. Il est notamment envisageable d'aider les filières locales de reconditionnement des déchets électroniques et des matériaux de seconde main. Il est par exemple tout à fait envisageable de permettre aux filières artisanales et locales qui reconditionnent les matériels de pouvoir cofinancer avec eux le matériel de test pour le reconditionnement qui est souvent extrêmement onéreux. C'est également permettre l'émergence de nouveaux points de reconditionnement et de réparation qui sont proches de chez nous. Pour vous prendre un exemple, un repair café, c'est-à-dire un centre où on vient apporter son matériel pour le faire réparer, c'est par exemple parfois 200 mètres carrés, avec un accès rue, avec des places de parking. Et ceci peut générer à la fois beaucoup d'emplois, de nouveaux artisans un petit peu partout en France, alors que pour l'instant, ces points sont quand même extrêmement localisés et notamment dans de grandes métropoles régionales françaises. Au niveau de l'éducation, il y a un véritable travail à faire et à mener, notamment autour du mouvement des makers, c'est-à-dire de pouvoir réparer soi-même, d'apprendre à identifier les problèmes et à les réparer soi-même, pouvoir notamment dans les écoles de programmeurs, dans les écoles de jeux vidéo, implanter le principe d'écologie as design, c'est-à-dire d'implémenter les principes de sobriété, d'écologie numérique dès la conception même du produit et bien en amont. Faire en sorte qu'un équipement ne soit pas uniquement rentable économiquement, mais qui réponde bien d'abord à un objectif prioritaire, celui de la sobriété. Ainsi, dans l'ensemble de ces infrastructures, de ces équipements, que ce soit des téléphones, des ordinateurs, ce que vous voulez, que ce soit également des logiciels et dans la façon dont ils sont codés, implémenter la sobriété, le fait de consommer le moins de terres rares possible, le moins de matière possible et pouvoir consommer le moins d'énergie électrique possible. Prenons l'exemple des logiciels. Vous avez aujourd'hui, selon la loi de Worth, le poids des logiciels qui augmente de plus en plus. De faire ce qu'on appelle du green code, c'est-à-dire de coder un logiciel non pas à la va-vite pour répondre aux échéanciers trimestriels des actionnaires, en laissant tout un certain nombre de ramifications du logiciel béantes parce qu'elles n'ont pas trouvé de débouché économiquement rentable, mais toutes ces branches-là du logiciel vont consommer de l'énergie. Quand vous multipliez ça par le nombre de serveurs, le nombre de data centers, le nombre de terminaux d'ordinateurs, ou bien encore dans les applications de téléphone, eh bien c'est une consommation et une déperdition énergétique incroyable qui est faite. Aujourd'hui, nos codeurs, nos programmeurs
nos concepteurs de jeux vidéo ne sont pas forcément formés dès le début pour placer au cœur de leur réflexion le principe du green code. Et bien dès lors, c'est ça qu'il faut générer aujourd'hui dans les processus d'acculturation des corps de métier à ces enjeux écologiques de sobriété numérique pour demain. Tous ces éléments réunis font partie d'un seul et même principe, d'une seule et même notion. On appelle ça le low-tech, L-O-W-T-E-C-H, en opposition au high-tech, c'est-à-dire la haute technologie. Le low-tech, c'est pas revenir à la lampe à huile, c'est pas être Amish, c'est une conception basse technologique, c'est un ensemble de techniques simples, pratiques, économiques et populaires. C'est l'ensemble des solutions techniques qui sont simples, bien pensées, bien dimensionnées et réparables. C'est l'ensemble des technologies et des techniques qui sont issues de fabrication locale, qui favorisent l'emploi local, qui sont plus proches de l'artisanat que vraiment de la filière industrielle. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. On vous encourage justement à aller voir cette page qui est relativement bien faite sur différents exemples concrets de ce qu'est le low-tech. L'ensemble de ces technologies du low-tech qui sont du matériel recyclé, peu gourmand en énergie et préservant l'environnement. Le low-tech, c'est casser le modèle consumériste de nos sociétés capitalistes. C'est remettre en question l'ensemble de ce que notre modèle néolibéral actuel a dressé entre nous et un numérique sobre et responsable. C'est un concept qui peut et qui doit être mis en application dès demain pour respecter les critères des accords de Paris, pour remettre l'homme au centre des activités par son savoir-faire. C'est pouvoir fabriquer, réparer ou faire réparer soi-même ou par un artisan de proximité l'ensemble de nos solutions actuellement utilisées. C'est pouvoir fabriquer, faire fabriquer, réparer ou faire réparer par un artisan de proximité l'ensemble de nos matériels électroniques qui sont en voie de vieillissement, pour leur donner une deuxième vie. Cette nouvelle façon de concevoir le numérique de façon sobre, éthique et responsable, inclusif, solidaire, transparent, libre et ouvert, c'est l'occasion de vous parler de l'économie coopérative, de l'économie sociale et solidaire, des SCIC, en bref, de tout ça. En fait, préparer un nouveau modèle économique alternatif qui permet vraiment de mettre en place la sobriété numérique. Pour faciliter l'émergence de ce qu'on appelle les SCOP, des sociétés coopératives, des SCIC numériques, il faudrait déjà que le nom de SCOP ne soit pas assimilé à la reprise de sociétés en train de couler et qui finissent par péricliter puis recouler. C'est souvent la seule image qu'ont les gens à travers les médias. Il ne faut pas non plus cantonner les SCOP à l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est qu'une société coopérative dite SCOP? Ça reste une entreprise parfaitement classique. On a des produits, on vend du service sur la base de compétences, de savoir et de savoir-faire. Sauf que la particularité de la SCOP, c'est qu'elle pousse le modèle beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin sur l'égalité de salaire, beaucoup plus loin sur l'organigramme qui est plat, où tous les travailleurs sont des associés, des actionnaires, et dans l'écrasante majorité des cas, ils ont tous le même nombre de parts. La particularité de faire une société coopérative dans le numérique, c'est que dès qu'on a la bonne idée, c'est techniquement facile et le capital à plus de 99%, c'est la matière grise. Ainsi, ça facilite beaucoup le départ et l'arrivée des coopérateurs, puisque finalement, acheter ses parts n'est pas cher du tout. On en compte en général quelques centaines d'euros pour entrer dans l'entreprise. Dans une usine, avec des machines à plusieurs milliers d'euros, là c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Mais dans le numérique, c'est tout à fait possible. Vous avez des exemples de sociétés coopératives qui existent dans le numérique, dans le secteur du câblage informatique, dans le secteur de la maintenance informatique, et également, et ça on ne le sait pas souvent, dans le secteur du jeu vidéo. Je vais vous prendre un exemple tout simple en France qui est assez inédit en son genre d'une certaine manière. C'est le studio de jeux vidéo Motion Twin qui est basé dans le sud vers Bordeaux. Studio de jeux vidéo florissant, ils ont notamment conçu des jeux multiprimés et notamment un jeu vidéo assez célèbre, Devil Cells. Eh bien, cette entreprise est composée de différents associés où il y a des boucles, des cellules, une transversalité et pas de hiérarchie particulière. Tout le monde est actionnaire, tout le monde est associé dans cette entreprise qui existe depuis déjà le début des années 2000. À noter que les sociétés coopératives sont souvent confondues avec ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises libérées, qui est en fait une approche marketing pour les entreprises qui ont envie de faire croire que leurs employés peuvent décider de l'avenir de leur boîte. En réalité, il n'en est strictement rien. Quand on veut vraiment libérer une entreprise, on le met dans le statut et dans le règlement. C'est justement ce que font les SCOP et les SCIC.
Les scopes sont souvent relégués dans ce qu'on appelle des marchés de niche, mais c'est plutôt synonyme de marché à fortes exigences, donc en ça pose pas forcément de problème. De pouvoir dire que demain, on développe ce modèle de société coopérative où chaque associé touche le même salaire, qui permet de travailler sur l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Demain, ces scopes, sans forcément substituer les autres modèles d'entreprise, sont des modèles à encourager à travers les différentes ventilations de subventions que les pouvoirs publics peuvent accorder. Et c'est un modèle de société qui est à promouvoir pour demain. D'autres formes d'entreprise permettent d'atteindre exactement les mêmes objectifs en termes de démocratie d'entreprise ou encore de transparence. Ces modèles d'entreprise inclusifs, éthiques, coopératifs doivent être vus comme celles qui sont normales. C'est plutôt les autres types d'entreprises comme des Nokia qui s'apprêtent à licencier plus de 700 salariés sur des sites comme Saclay et Lannion, ou encore des sociétés comme Carrefour qui ne sont pas construites correctement. Il est de notre rôle à nous, en tant qu'acteurs politiques, associatifs, entrepreneuriaux et coopératifs, de renverser l'ordre établi des choses et de remettre le curseur là où on doit réellement le mettre. Des entreprises coopératives, et notamment, on vous l'a montré dans le secteur du numérique, incarnent demain des alternatives crédibles. Le numérique, avant d'être un obstacle, avant d'être un frein, représente une opportunité fantastique pour permettre de communiquer, d'échanger, de construire et de créer différemment. C'est une opportunité pour la démocratie. Mais les outils numériques ont été contorsionnés par un système capitalistique actuellement problématique et une société néolibérale qui pose problème et qui les a calibrés pour fragiliser nos services publics, réduire les coûts, précariser les travailleurs du clic et les premiers de cordée, à l'image de Deliveroo ou encore de Uber. Mais demain, un numérique éthique, coopératif, inclusif, libre, ouvert, neutre et transparent, un numérique sobre et écologique peut permettre et peut contribuer à rendre le monde meilleur. À l'image des sociétés coopératives que nous vous avons montrées, à l'image aussi d'autres types de plateformes qui peuvent exister, comme par exemple CoopCycle. Retrouvez toutes les informations du groupe thématique de la France Insoumise sur le site internet de la France Insoumise, rubrique Espace Programme, et également sur nos réseaux sociaux numérique _FI. Je vous dis à très bientôt, il nous tarde de vous rencontrer toutes et tous. À très vite.